Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette vidéo qui va se pencher sur la question suivante, à savoir, le garage rock, c'est quoi? Et puis en sous-titre, j'ajouterai, est-ce que le garage rock, c'est du punk et inversement? Vaste question, vous allez me dire. Non, pas si vaste que ça. J'avais consacré 2 vidéos au garage rock aux États-Unis en particulier, en tout cas en Amérique du Nord, au milieu des années 60, parce que ce mouvement, ce genre musical, pouvons l'appeler comme ça maintenant, rétrospectivement, né aux États-Unis et au Canada. Donc si vous êtes intéressé à avoir plus de détails sur la naissance de ce genre musical aux États-Unis, je vous invite à aller regarder les 2 vidéos. À elles 2, ensemble, ça doit faire une petite heure. Quelles sont les caractéristiques de ce genre musical, le garage rock? Économie de moyens, enregistrement généralement, éventuellement sur du 2 pistes, et puis économie d'accords. Parce que, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'accords différents qui sont joués, mais souvent à grande vitesse, dirons-nous, avec un chanteur qui peut être hurleur, mais pas toujours. Et puis, les mélodies, les titres un petit peu plus tranquilles ne sont pas exclus non plus de ce genre musical. Alors, je donne l'impression qu'il s'agit principalement d'un mouvement, d'un genre musical qui est testostéroné, c'est-à-dire principalement masculin, et c'est vrai, mais il y a aussi quelques groupes féminins aux États-Unis, en particulier par exemple les Love Seekers de Suzi Quatro, qui est un groupe de garage rock féminin. Bien sûr, c'est pas la majorité. C'est aussi un genre musical qui est très racisé. Oui, et en fait, si vous regardez bien, et vous regarderez les différents groupes que je vais vous proposer, ce sont souvent des musiciens blancs. Un des groupes qui fait un petit peu exception, c'est le groupe, en tout cas sur leurs premiers albums, les 2 premiers pour moi, le groupe des Love, vous avez à la fois des musiciens noirs et des musiciens blancs. Mais bref, sinon pour l'essentiel, ce sont quand même des musiciens blancs. Le contexte, allons-y, j'essaie d'être court. Le contexte musical, tout d'abord, le contexte musical, fin des années 50, début des années 60, le rock'n'roll est en train de perdre de ses atours, dirons-nous, pour plusieurs raisons. Malheureusement, il se trouve que Buddy Holly meurt en 1959 avec Ritchie Valens dans un accident d'avion, Eddie Cochran en 1960 dans un accident de voiture, Chuck Berry, lui, il fait de la prison en 1960 pour des questions de mœurs, de même que Jerry Lee Lewis, il ne va pas faire de prison, il va voir sa carrière à un moment donné, à la fin, tout début des années 60, totalement éclipsée pour des raisons de mœurs. Il a épousé sa cousine qui avait 13 ans au moment où il l'a épousée, bref. Et puis Gene Vincent, eh bien lui, dans ce contexte un petit peu particulier, il est obligé de s'exiler en Europe, bref, sa carrière s'écroule aux États-Unis. Et enfin, Elvis Presley, le King, eh bien lui, il s'abîme dans de mauvais films et il commence à sortir des chansons un petit peu plus apaisées que celles du milieu des années 50. Bref, voilà le contexte de question côté États-Unis. Le blues, le rhythm and blues est bien présent, mais il n'est écouté que par un petit nombre en fait de musiciens qui vont directement s'en inspirer, même si ça va venir. Le problème, c'est que la musique, ça commence à venir d'Angleterre. Le British Beat envahit la British Invasion, bien sûr. Vous avez un déferlement au tout début des années 60, 62, 63, 64. Et de ces groupes, les Them, les Yardbirds, les Rolling Stones, les Beatles, les Trogs, les Who, bref, name it. Eux, les Anglais, ils se sont appropriés la musique blues, rhythm and blues, et l'ont mis à leur sauce, et bing, ça arrive aux États-Unis. Bon, bref, voilà le contexte musical. Maintenant, le contexte sociétal, en fait, c'est le boom économique au début des années 60 aux États-Unis. Donc, développement des quartiers résidentiels, les garages, ajoutés à la petite maison. Donc, une classe moyenne qui a les moyens éventuellement d'acheter des instruments à ses enfants. Et bing, c'est parti, des centaines de groupes vont se former, voire des milliers de groupes, et ils vont jouer de façon assez rudimentaire. Alors, ça ne va pas être le cas pour tous, mais avec cette envie
voilà, avec cette envie de jouer dans un contexte économique qui est quand même très fort, mais sous la pression toujours aussi puritaine d'une société bien pensante. Ça leur plaît pas trop aux petits jeunes. Bref. Sinon, d'autres raisons de protester en quelque sorte, même si pour le garage rock ça va pas tellement être fréquemment le cas, mais vous êtes dans un contexte de lutte pour les droits civiques, contre les discriminations raciales, contre les discriminations de genre, et puis les États-Unis commencent à envoyer des troupes de plus en plus nombreuses au Vietnam. Voilà le contexte. Alors, tous ces petits groupes-là, ils vont se mettre à faire de la musique, bien entendu. Et puis, de répéter, alors effectivement, peut-être l'imagerie de la répétition dans le garage, je pense qu'elle a existé, nous l'avons tous vu, mais disons que voilà, beaucoup de groupes qui vont participer à des rock contests, à des music contests, pour avoir éventuellement la chance de gagner le contest déjà et de se voir proposer d'enregistrer un ou deux titres, lesquels seront peut-être pressés en 45. Les 33 tours sont donc rares, et moi, dans la discothèque, n'ayant pratiquement que des 33 tours, je ne vais vous proposer que des 33 tours. Alors, je vais faire ceci, plusieurs parties. Une première partie, la côte ouest des États-Unis. Une deuxième partie, le reste des États-Unis et un petit peu le Canada. Et puis, bien sûr, l'intérêt de ce mouvement, c'est qu'il a eu un revival dans les années 80 et même y compris jusque dans les années 2000. Alors, attention, je vais bien parler de garage rock revival et non pas de groupes qui revendiquent l'influence qu'ont eu ces groupes de garage sur leur musique. Par exemple, les White Stripes, les Yeah Yeah Yeahs, les Alalas, bref, tous ces groupes revendiquent l'influence des groupes de garage, mais pour moi, ce ne sont pas des groupes de garage rock. C'est des groupes de rock vitaminés, mais qui ne sont pas des groupes de garage. Par contre, il y a un vrai garage revival, avec quasiment les mêmes tenues vestimentaires, la même utilisation d'instruments, etc., etc. Voilà, maintenant, commençons direct, allons-y avec les groupes. Un groupe qui naît de nulle part. En fait, je vais vous proposer de faire ça en plusieurs parties assez rapidement. Après cette longue introduction, je m'en excuse. Un groupe qui, précisément, n'est de nulle part, mais qui est un archétype de ce qu'est le garage rock. Pourquoi est-ce que ce groupe n'est de nulle part? Parce qu'il est formé de GIs. Ils se rencontrent en Allemagne, et ils proviennent tous de différents États des États-Unis. Les Monks. Waouh! Cet album, l'unique album du groupe, 1965, ici c'est une réédition, Black Time, vous voyez, ils adoptent la tonsure, etc., mais avec une énergie tout à fait extraordinaire, une économie de moyens. Alors là, il y a un organiste, bassiste, guitare, batteur, etc., chanteur, bref, c'est bourré d'énergie. Encore une fois, l'approche est minimaliste, speedée, et ça fonctionne de façon extraordinaire. Alors eux, pour des GIs, eh bien, ils vont être très critiques vis-à-vis de la société états-unienne à ce moment-là, 1965. Il y a alors, le premier titre de l'album, Monk Time, il y a une référence et une critique très évidente vis-à-vis de l'investissement des États-Unis au Vietnam. Il y a un autre titre qui est une critique de la menace, en tout cas nucléaire. Donc de l'usage des armes nucléaires, il faut pas oublier qu'en 1962, c'est la crise des missiles de Cuba. Ouais, bon. Fantastique à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monument du garage rock et ça vous permet de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Tout comme l'album suivant. Donc là, pour les suivants, là tout de suite, j'ai pris le parti de la côte ouest. On fera une petite pause et puis je passerai au reste des États-Unis avant d'aborder la suite. Sur la côte ouest, principalement la Californie, soit de différents lieux, San Francisco ou Los Angeles. The Music Machine, le groupe de Sean Bonniwell, absolument fantastique, ce qui va me permettre aussi de préciser un certain nombre de caractéristiques du garage. Ici, avec un titre qui va faire leur succès, Talk Talk. Et tout de suite, vous comprenez qu'il n'y a pas que simplement l'histoire de basse, batterie, guitare, il y a une question aussi d'effet de guitare. Et en particulier, l'utilisation d'une pédale qui apparaît pour la première fois en 1962, qui est la Fuzz Tone, et donc une pédale de fuzz, et qui va être utilisée abondamment par ces groupes.
initialement, puis ensuite, hein, il va y avoir une évolution du garage rock vers le garage rock psychédélique, je vais y venir. Ici, une autre caractéristique des groupes de garage rock, c'est de faire des reprises. Alors, attention, certains de ces groupes vont ne faire que des reprises, mais à une moulinette bien états-unienne, ou alors ils vont aussi composer parallèlement. Donc c'est le cas de Sean Bonniwell et The Music Machine. Ici, c'est le premier album qui sort en 1966. Dessus, vous avez plusieurs reprises. Vous avez CC Rider, vous avez Hey Joe, une reprise de Billy Roberts, qui a été repris, ma foi, probablement des centaines de fois. Bref, fantastique, plein d'énergie. Donc il faut se représenter la scène musicale en 64, 65, 66, c'est des centaines de groupes. Évidemment, la majeure d'entre eux ne vont pas faire de 33 tours. Ça, c'est l'exception, les 33 tours à l'époque. Pour les suivants aussi, c'est les premiers qui rencontrent un succès avec le titre Hey Joe, ce sont les Leaves, hein, on est toujours sur la côte ouest, en Californie, je ne rentre pas dans les détails, avec Jim Ponce, John Beck, Bobby Harlin. Ici, les Leaves, eux, ils vont sortir 2 albums également, ici c'est le premier, ici c'est l'édition française sur Mira Records, avec... Ils sortent en fait une première fois en 45 tours Hey Joe en 1965, 0 succès, et c'est la deuxième tentative en 1966 qui marche. Alors il faut quand même pas oublier que la chanson de Billy Roberts, hein, donc là vous avez d'autres titres qui sont fantastiques, et vous avez déjà quelques petites saveurs psychédéliques. Hein, mais je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez Too Many People qui est un de leurs premiers titres enregistrés, qui est vraiment bien sûr le Hey Joe, et puis un autre titre qui est repris très très souvent, c'est Tobacco Road par les groupes de garage. Super. Bref. Le titre de Billy Roberts, j'y reviens, c'est une histoire de féminicide quand même. Donc il a été repris, vous avez compris, par The Music Machine, par les Leaves, par les Love, par les Birds, voilà. Name it. En fait, c'était repris par un très très grand nombre de groupes. Un groupe de San Francisco, absolument fantastique, qui n'a fait que des 45 tours, mais heureusement pour notre bonheur, eh bien, une grande partie de ces 45 tours ont été proposés ici sur une compilation, un double album, vinyle. L'intérêt de cette compilation, c'est de nous proposer aussi ce groupe en live. Et là, vous comprenez l'énergie. Et au sein de ce groupe, hein, les Sons of Adam, donc qui sont actifs 65-66 principalement, vous avez un certain Randy Holden, un grand guitariste, effectivement, qui manie ses 6 cordes à merveille et qui utilise à profusion la pédale de fuzz. Absolument fantastique. Ça me permet d'évoquer le groupe au sein duquel, eh bien, après les Sons of Adam, en tout cas, Randy Holden va intégrer, ce sont les Other Half sur le label Acta. Bon, je le laisse dans sa pochette, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Absolument fantastique, et vous avez toute l'énergie, toute la rage, voilà, c'est ça le garage rock. Et puis ici, il commence effectivement à se teinter par le jeu de guitare de Randy Holden de psychédélisme. Bien sûr, je ne pouvais pas, encore une fois, ce ne sera pas exhaustif, mais il y a quelques albums qui me plaisent beaucoup, et vous allez comprendre un petit peu la coloration du revival du garage rock dans les années, plus tard en tout cas, au moins presque 20 ans plus tard. J'ai choisi le 2e album des Seeds. Moi, c'est mon préféré de cette première partie. C'est vrai qu'après, de côté, ils vont s'orienter vers le psychédélisme avec Future. C'est A Web of Sound qui sort en 1966. J'ai aussi remonté tout ça de façon un petit peu chronologique, même si l'album The Other Half sort en 1968. Bref, bien sûr, John Savage, Sky Saxon, entre autres, au sein des Seeds. Je ne vais pas évoquer les 13th Floor Elevators dans la deuxième partie. Bien sûr, j'aurais pu, surtout pour leur premier album, mais celui-ci, il est quand même brut de décoffrage, il est assez fantastique. Groupe aussi indispensable. Cette fois-ci, encore une fois, commence à vraiment prendre la teinte un petit peu psychédélique, mais avec une énergie tout à fait fantastique. C'est le Chocolate Watch Band, on est toujours en Californie. Il me semble qu'ils sont, je vais dire de bêtises, mais bon, en tout cas ils sont californiens, c'est sûr. Premier album, ils ont fait 3 albums, moi je trouve que les 2 premiers, No Way Out, qui sont en 1967, et puis Inner Mystic,
qui sort en 1968 sont tout à fait fantastiques. Alors, pas toujours évident à se procurer dans leur pressage original. Ici, c'est une réédition chez Eva Records, une écoute indispensable pour se plonger dans le garage rock. Un autre groupe que peut-être vous ne mettriez pas volontiers dans le garage rock, mais leur premier album, pour moi, c'est tout à fait ça, avec My Little Red Book, bien entendu, c'est l'album des Love. Le premier album des Love qui sort en 1966, qui est absolument fantastique. Alors, encore une fois, il y a des titres qui sont teintés de psychédélisme, il y a des titres aussi poignants qui sont moins rageurs, dirons-nous, mais voilà, c'est un grand moment de garage rock aux États-Unis, le premier album des Love. Un groupe, effectivement, ici, toujours sur la côte ouest, mais l'État de Washington, ce sont les Sonics. Et puis j'en terminerai pour la côte ouest avec ce groupe-là, c'est l'album Boom des Sonics. Alors c'est un groupe qui est souvent cité en référence, en particulier par les White Stripes, par Jack White. Effectivement, j'adore la pochette, elle est absolument magnifique cette photo. Et puis voilà, des titres comme The Witch, c'est un des titres les plus connus. Et puis voilà, je pense qu'il faut absolument écouter ces quelques albums que je viens vous proposer pour vous imprégner de ce qu'est le garage rock. Bref. Économie de moyens, économie d'accords, mais une énergie tout à fait extraordinaire. Et puis malgré tout, très nombreuses compositions originales par les musiciens d'intérêt tout à fait remarquable. Voilà pour la première partie. Le reste des États-Unis et puis un petit peu au Canada pour la deuxième partie. Allons-y. Voilà un groupe. Banlieue de Pittsburgh, aux États-Unis. Encore une fois, ils n'ont fait que des 45 tours. Alors, donc là, je vais vous proposer une compilation, effectivement, mais alors, du point de vue de la rage, de l'énergie, de l'efficacité dans l'archétype du garage rock aux États-Unis, ce sont les Swamp Rats. Les Swamp Rats. Absolument fantastiques. Eux, ils se sont spécialisés dans la reprise. Principalement. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas, il y a pas mal de groupes de garage qui en fait, de façon surprenante, composent la plupart de leurs titres. Les Swamp Rats représentent par exemple leur version de Louie Louie de Richard Berry, c'est une tuerie. C'est d'une efficacité. Il y a tous les ingrédients que je vais vous présenter en introduction. C'est absolument fantastique. Sur cette compilation, alors là, pour le coup, la pochette n'a strictement rien à voir avec le contenu. Vous êtes dans quelque chose de garage, de funk. Voilà. The Unrelated Segments, qui est un autre groupe, effectivement, survitaminé. Donc vous trouvez, ce sont des 45 tours à l'origine, qui vous sont proposés, compilés sur cette... ici, proposé par le label Eva. Donc absolument, vous avez une autre version par les Swamp Rats de Ajo, Psycho, bref, voilà, vous avez tout un tas de titres qui sont déjà présents, par exemple, sur l'album Boom des Sonics, Psycho, et puis les reprises In the Midnight Hour, etc. Bref, fantastique, super, facile à se procurer, n'hésitez pas. Alors là, c'est un album qui est un peu plus difficile à se procurer. Donc là, encore une fois, nous sommes dans d'autres régions des États-Unis. Ici, c'est le groupe de Fred Cole. Peut-être que Fred Cole vous dit quelque chose. Je vais en profiter pour vous montrer tout de suite voilà, le futur groupe de Fred Cole, qui est le chanteur des Lollipop Shop. L'album sort un petit peu tardivement, en 1968, mais il est connu pour un de ses titres qui introduit l'album, c'est You Must Be a Witch, qui paraît sur la compilation Pebbles Volume 8, je vais y revenir un petit peu sur ces compilations. Bref, absolument fantastique de garage. Alors ici, il y a des titres un peu plus longs. Évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais quand vous avez beaucoup d'énergie comme ça, vous ne tenez pas 10 minutes en principe sur un morceau, vous allez tenir 2-3 minutes maximum. Et c'est le cas, bien entendu, de la plupart des titres ici, sauf à l'exception de quelques-uns, comme Underground Railroad, par exemple, qui dure presque 8 minutes, et qui montre l'orientation vers le psychédélisme de ces groupes superbes sur Uni Record. Ici, c'est le pressage original. Ça se trouve encore relativement facilement, c'est pas la rareté, c'est pas le Saint Graal, c'est pas voilà.
mais ça vaut le coup, ça existe en réédition, bien entendu. Donc, juste en passant, Fred Cole va former le groupe Dead Moon, et immanquable sa voix, et puis toujours avec cette énergie. Est-ce que c'est du garage rock, est-ce que c'est du garage rock psychédélique, voire du rock psychédélique, voire du hard rock, il y a un petit peu de tout ça là-dedans, ce n'est plus à l'époque du garage, c'est pas véritablement du garage rock revival que j'évoquerai un peu plus tard. Dead Moon, je vous conseille vivement, super. Alors un groupe fameux, est-ce que je l'enlève? Non, parce que la pochette est collée, c'est pénible. Ce sont les Shadows of Night, qui eux sont originaires de Chicago. Le titre de leur premier album qui sort en 1966, Gloria, vous avez compris, ils font une reprise de Gloria qui est, qui est très vitaminée, qui est tout à fait fantastique. Alors ici, c'est un des commentaires qui est sur l'album. En fait, ils disent, pour définir leur musique, ils disent, écoutez, nous, notre musique, elle se définit comme ça. Les Anglais, ils ont pris le blues, le rhythm and blues, ils l'ont mis à leur sauce. Eh bien, nous avons pris la musique de la British Invasion, nous y avons mis une touche de Chicago, de la musique de Chicago. Et voilà, donc effectivement, il y a de nouveau cette réappropriation, en quelque sorte, de la musique en travestissant, disons, la musique en provenance d'Angleterre. En tout cas, c'est formidable, ils ont bien sûr plusieurs albums, et ils vont s'orienter petit à petit, les Shadows of Night, aussi vers le psychédélisme, et là on est en fond dans le garage, à écouter absolument. Alors, un groupe, les Blues Magoos, originaires de New York. Pas un grand groupe, selon moi. L'utilisation du terme psychédélique, le hip hop, en dit assez long pour dire que leur garage rock va être un petit peu passé à la moulinette psychédélique. C'est-à-dire, tout simplement, utilisation de la fuzz à gogo, quoi, en quelque sorte. Alors, très célèbre sur cet album, qui est un bon album, tout comme le suivant, je viens de le répéter. Bon, alors, c'est We Ain't Got Nothing Yet, qui va apparaître sur la compilation Nuggets, sur laquelle je vais revenir. Et puis Tobacco Road, encore une fois, Tobacco Road, c'est un titre qui revient très très fréquemment. Donc c'est un bon album, 1966. Là, d'un point de vue qualitatif, je trouve que nous sommes bien au-dessus. Ceux-là, ce sont les Baroques, qui signent de façon tout à fait intéressante sur le label Chess Records, qui est un label sur lequel ce sont principalement des musiciens et artistes afro-américains. C'est du rhythm and blues, principalement, de la soul. Donc ils vont signer sur ce label un unique album, The Baroques, qui est absolument fantastique. Voilà, à découvrir, je ne m'étends pas, mais à découvrir absolument les Baroques. Il existe des rééditions de cet album, donc ça se trouve très très facilement, super à écouter absolument, tout comme le suivant. C'est un groupe qui est encore sur son premier album, ils ne vont faire que 2 albums, très très imprégnés bien sûr, de garage, et c'est Tangerine Zoo, c'est le premier album de Tangerine Zoo, qui sort, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 1967 que sort le premier album de Tangerine Zoo, et ils reprennent, et elle est tout à fait fantastique, avec une grosse guitare fuzz là-dedans, c'est Gloria, encore une fois. Vous voyez qu'il y a des titres qui reviennent récurrents, qui sont repris assez fréquemment, mais alors nous allons avoir tendance à retenir cela, alors qu'en fait, il y a tout un tas d'autres titres qu'ils ont composés et qui sont tout à fait fantastiques. Il y a une énergie incroyable, la fuzz, et superbe album, superbe pochette sur le label Mainstream, qui est un label à explorer absolument. Ici, c'est le pressage original, ça se trouve, ça a été réédité chez Akarma par exemple, mais pas seulement, donc ça se trouve très facilement. Je termine cette deuxième partie, avant d'embrayer sur la troisième, par un fantastique groupe canadien. Alors là, effectivement, pas toujours facile à se procurer, mais je crois qu'il existe aussi des rééditions. À voir, c'est The Ugly Ducklings. Fantastique. Donc, Somewhere Outside, avec des paroles là qui sont
qui sont assez violentes vis-à-vis des parents, vis-à-vis voilà, de l'univers entier. C'est tout à fait fantastique, une énergie incroyable. Je crois qu'ils n'ont fait qu'un seul album. Avant la sortie de cet album, ils ont au moins 2 45 tours qui existent sur des compilations diverses et variées. Bref, je vous invite vivement à découvrir les Ugly Ducklings, voilà, un des meilleurs groupes de garage rock en provenance du Canada, même si je n'ai pas une connaissance très étendue de tout l'univers garage rock au Canada. Mais je vous invite à compléter, bien entendu. Vous avez compris que tout cela n'est pas exhaustif. Avant d'aller sur la 3e partie, comment ont été redécouverts tous ces groupes? Donc si vous n'avez pas envie éventuellement d'aller vous plonger intégralement dans cet univers foisonnant, il existe de nombreuses compilations qui ont permis de réunir ces fameux 45 tours là qui traînaient à droite à gauche. Merci aux collectionneurs qui ont dû bien voyager pour trouver tout ça, en tout cas en bon état. Mais au moins il y a une compilation qui a été réalisée par Lenny Kaye pour le label Elektra Records qui sort en 1972. C'est la compilation Nuggets qui fera des petits plus tard, mais sur lequel vous allez retrouver des groupes que j'ai pas évoqués parce que je voulais pas être exhaustif, parce qu'il y a les 2 vidéos dont je voulais parler, mais il y a les Electric Prunes, bien sûr, il y a les Standals, etc., plus des groupes totalement inconnus. Donc Lenny Kaye qui deviendra guitariste du Patti Smith Group, et qui, ici, effectivement, nous propose une compilation. Ici, c'est le pressage allemand, qui sort en 1973, le pressage US 1972, c'est une compilation tout à fait indispensable. D'autres compilations tout à fait indispensables, ce sont les compilations Pebbles, dont il existe plusieurs volumes, que vous pouvez toujours vous procurer parce qu'elles ont été rééditées. Donc vous pouvez vous les rééditer, vous les procurer très très facilement, et qui permettent comme ça d'une exploration de l'univers du garage rock aux États-Unis, mais pas uniquement, puisqu'il y a des volumes de Pebbles qui s'intéressent à ce qui s'est passé en Espagne, au Canada, en Amérique du Sud, etc. Enfin bref. Alors tout n'est pas bon. Il faut quand même pas exagérer, parce que et puis il y a des choses qui se répètent, hein. Mais il y a quelques petites perles. Et bon, conseil de commencer par Nuggets, qui a été réédité également, et puis voilà. 3e partie, vous allez voir, c'est très court, mais c'est un petit peu le garage rock revival. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que le garage rock revival? Eh bien, en fait, c'est l'utilisation de la même économie de moyens, des morceaux très courts, très énergiques, dans un contexte sociétal totalement différent, puisqu'on est principalement à la fin des années 70. Je reste un petit peu aux États-Unis, mais vous allez voir, pas uniquement. Et puis, début des années 80, et puis plus tard. Alors, pas seulement la musique, ultra speedée, ultra rapide, avec toujours les mêmes économies de moyens, mais aussi l'attitude, la tenue vestimentaire, jusqu'à la coiffure. Je trouve qu'il y a un groupe qui est parfait et qui nous replonge en quelque sorte dans l'imagerie des groupes de garage rock, hein, si vous avez noté sur les différentes pochettes des années 60. Bien sûr, pour moi, vous allez me dire, mais non, c'est du punk. Regardez les 2 premières vidéos, le punk, le garage, pas très éloigné, dirons-nous. Donc, aux États-Unis, bien sûr, ce sont les Ramones. Alors vous voyez la coupe de cheveux de Johnny Ramone ici, c'est tout à fait, vous regardez les Blues Magoos, vous regardez les Seeds, bref, vous y êtes quoi. Bien sûr, des titres très très courts, au minimum, hyper... et puis bien sûr c'est un superbe album, sorti en 1977 sur Sear Records, bien sûr au sommet du mouvement punk. Mais ici, bien sûr, aux États-Unis, à New York, bref, fantastique. Donc moi, j'en fais un album du garage rock revival, cet album des Ramones. Alors, un autre groupe, aux États-Unis également, qui est tout à fait, y compris dans l'imagerie, etc. Son album sort aux États-Unis en 1984. Et nous avons la chance, en fait, que sur le label Lolita, en
en France, ils sortent juste 2 ans plus tard. En 1986, c'est un sublime album, ils ne vont faire qu'un seul album, c'est un groupe qui tourne de 1983 à 1987, je crois, ce sont les Telltale Hearts. Fantastique. Fantastique. Alors, la différence entre le pressage US, déjà la pochette n'est pas la même, 84, pressage US, pressage français 86, il y a 2 titres différents. C'est-à-dire que entre 84 à 86, ils vont continuer d'enregistrer des morceaux, dont 2 titres qui sortiront en 45 tours, et ces 2 titres apparaissent sur l'album, l'édition française. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 14 titres au lieu de 12, il y en avait 12 sur le pressage US, non, il y en a toujours 12, ils en ont supprimé, enlevé 2 pour actualiser un petit peu la musique des Telltale Hearts, ce titre d'un fameux poème d'Edgar Allan Poe par ailleurs. Bref, fantastique. Voilà, vous y êtes. Et vous regardez la tenue, vous regardez les coupes de cheveux, vous écoutez la musique, c'est une énergie. Et pour le coup, ils composent quasiment la totalité de leur titre. Je les place avant les Fuzz-Tones. Les Fuzz-Tones, pourquoi? Parce que le premier album, si les Fuzz-Tones se forment en 1980, donc avant les Telltale Hearts, le premier album des Fuzz-Tones sort en 1985. Donc, les Fuzz-Tones, je n'ai pas d'album à vous montrer, mais je vais vous montrer le premier, bien sûr, que je connais, que j'ai, mais en CD, c'est Lysergic Emanations. Donc c'est Dan Action Protrudy, c'est ça, le nom de scène, hein, qui est à la tête du groupe et qui va rester. Voilà, les Fuzz-Tones ont enregistré plein d'albums jusque dans les années 2000-2010, et je me demande si encore aujourd'hui ils n'enregistrent pas. Bref, voilà, vous êtes tout à fait dans le garage rock revival, complètement. Et puis, je vais terminer avec un groupe brésilien. Oui. Dans les années 2000. Hein. Encore une fois, je ne veux rien faire d'exhaustif. Vous allez me dire, mais des groupes de garage rock revival, il y en a des kilos, il y a les Roots, il y a... Bref, oui, ok, mais... si je dois faire quelque chose d'exhaustif, on en a pour 3 heures. Hein. Et puis, j'ai pas tout non plus dans la discothèque. Alors, Os Axixins, groupe brésilien. Alors eux, ils sont complètement dans le garage rock revival. Cet album, Under the Stone, sort en 2010. Leur premier album sort en 2007, je crois. Ils en ont un qui est dans la fin des années 2010, je ne sais plus en quelle année exactement. Bon, bah, vous les voyez, vous écoutez, nous y sommes. Nous y sommes totalement. Bref, c'est plein d'énergie, c'est super. Donc à découvrir ce groupe brésilien. Et qui chante la plupart de ses titres en portugais. Donc voilà, c'est à noter. Fantastique. Voilà, c'était ma proposition. J'avais envisagé de mettre d'autres choses, mais après ça dure des plombes et c'est pas la peine. Voilà, j'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise de ce qu'est le garage rock, et puis vous aurez compris que en fait, il n'y a pas de différence pour moi, si ce n'est l'environnement sociétal, d'un point de vue musical pratiquement, entre le garage rock et le punk, à ceci près que les groupes de punk en Angleterre vont beaucoup moins utiliser la fuzz, l'effet de fuzz guitare. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue de l'énergie, etc., bref, nous y sommes. Le punk est donc mort 2 fois, en 67 et en 77. Vince, it's me, cares about you.